C'est vrai que c'est des périodes d'apprentissage, donc lorsqu'on les prend à 3 ans et demi, on essaye de les faire progresser au sein de nos structures jusqu'au moment où ils vont être un peu plus grands. Oui, l'idée c'est de fidéliser un peu la clientèle. L'idée c'est effectivement les fidéliser, de les amener le plus loin possible avec nous, leur faire découvrir toutes les formes de ski, puisque les ados ils aiment bien le snowboard, ils aiment bien aller dans les snowparks, faire du freestyle, ou lorsque la neige est bonne comme aujourd'hui, aller faire un petit peu ce qu'on appelle le freeride, c'est essayer de faire un petit peu de ski de poudreuse. Donc là encadré, sécurisé, avec le matériel nécessaire, on leur apprend comment fonctionne un arva, comment est la neige, et tout ce qui va avec pour essayer qu'ils puissent dans les meilleures sécurités profiter de leur séjour. Ça représente un marché de combien à peu près le cours de ski à la neige? Alors l'enseignement du ski en France représente à peu près 350 millions d'euros, y compris donc nos concurrents, nous-mêmes, des moniteurs qui travaillent en dehors des structures. Et vous, c'est quel pourcentage à peu près vous avez sur ce marché? Sur ce marché, on représente à peu près entre 12 et 15% du marché global. Est-ce que je peux faire autre chose que du ski dans la station? Ah bien sûr, on peut faire plein d'activités dans la station. On peut éventuellement aller faire de la motoneige, on peut aller faire du parapente, on peut aller faire de la raquette, plein de choses. Bon, je vais aller voir alors ce qui est à ma disposition. Allez, on est parti. Alors quand les pistes sont fermées, il y a une foule d'activités d'après-ski. Moi j'ai choisi cette belle bête. Vous allez voir que les stations mettent le paquet sur toutes ces activités. C'est parti! Pas envie de chausser vos skis ou votre snowboard? Aucun souci, aujourd'hui il existe d'autres manières de se faire plaisir sur les pistes. Nouvelle glisse, initiation à la conduite de dameuse ou encore ski joring, les stations rivalisent d'imagination pour séduire les vacanciers. À La Plagne, Michael, Mathieu et Ismaël ont décidé de tester 3 nouveaux engins de glisse pour leur dernier jour. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir pour une petite initiation donc avec le Youner, l'ancien paré, le Snow Scoot et le Snowbike. Faire une découverte de ces 3 engins, vous verrez, c'est super ludique, super facile et je pense qu'il y a moyen de rigoler. Allez, venez, on est parti. Ces nouveaux engins sont tous homologués pour les pistes et les remontées mécaniques. Vous pouvez donc dévaler les pentes au milieu des autres skieurs en respectant bien sûr quelques consignes de sécurité. Donc on met un casque, tout simplement parce que c'est préférable si on tape la tête par terre dans la neige et si on se fait percuter par quelqu'un d'autre. C'est parti pour 1 heure de descente avec le Snow Scoot, une sorte de trottinette des neiges. Tu décales un petit peu, tu contrebalances avec tes pieds. Mais aussi le Snowbike où l'on est assis comme sur un vélo. Tu démarres tranquillement, tu poses les pieds bien à plat sur la neige. Et enfin le Youner, une drôle de petite luge. Pour l'instant, garde bien le guidon droit. Tu verras après pour faire des virages, voilà. Facile d'accès, ces 3 bolides permettent de découvrir de nouvelles sensations et au bout de quelques minutes de test, nos 3 amis sont déjà emballés. C'est génial, ça glisse bien. On sent bien la vitesse, c'est assez sympa. Il y a bien moyen de maîtriser ça en l'espace de très peu de temps. Ouais. Pour le Snow Scoot et le Snowbike, il faut compter une vingtaine d'euros pour une journée de location. Et pour le Youner, c'est 6 euros. Et la plupart des stations proposent des initiations gratuites de ces drôles de bolides avec un moniteur. Tout le monde peut pratiquer, aussi bien des novices, aussi bien des experts, aussi bien des publics enfants, adolescents, des adultes. Une fois les pistes fermées, une autre possibilité de glisse s'offre à vous, c'est l'airboard. C'est une luge gonflable qui se pratique à plat ventre, tête la première. Avec un groupe de têtes brûlées et encadré par un moniteur, on profite de la dernière descente de la journée en pleine nature avec ce bodyboard des neiges. Pour 25 € la descente d'1 heure, sensation garantie. Plus cher, mais tout aussi impressionnant, vous pouvez également tenter de piloter une dameuse. Bon, j'ai que le permis voiture, hein. J'ai pas le permis dameuse. Ça suffira. C'est bien plus simple qu'une voiture à conduire. Juliette a rendez-vous pour une initiation de pilotage de dameuse. Elle rêvait de découvrir cette drôle de machine qui sert habituellement à entretenir non pas les dames, mais les pistes. Alors surtout, on ne tourne pas le volant en fond. Si on tourne le volant en fond comme ça, la machine elle fait un 360 degrés. On va éviter. Une fois installé et le moteur en route, c'est parti pour quelques tours de circuit. Tout se passe bien là. Oui, ça va, je commence à le sentir. Vous avez pas peur à côté? Non, tout va bien. Je vais peut-être pas envoyer tout de suite mon CV pour être embauchée comme dameuse, mais... Rien n'est impossible. Hein. Comptez 60 € la session de 20 minutes accompagnée par un dameur professionnel, une bonne manière de voir les pistes autrement. Oh bah c'est rigolo, faut reconnaître que c'est amusant, hein. Il y a de l'adrénaline, c'est une expérience quand même qui vaut la peine.
Et pour une glisse 100% nature, direction les Arcs pour découvrir le ski joring. Ici, un amoureux du cheval et du ski a su inventer un matériel permettant d'adapter cette pratique venue des pays scandinaves à tous les skieurs. Il y a différentes formules que l'on propose ici. D'abord, l'activité en carrière d'AME pour les enfants, une découverte, enfants et adultes. Et ensuite, il y a toute la partie promenade, des promenades d'1 heure, des promenades de 2 heures, sur 12 km, en forêt, dans des endroits magnifiques. Sachez que le ski joring se pratique aussi tiré par des rennes ou par des chiens. Mais revenons à nos chevaux. Les skieurs peuvent s'initier à partir de l'âge de 10 ans et le tarif est d'environ 50 € la séance de 2 heures en carrière et sur les chemins forestiers. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être avec les chevaux et comme on aime bien le ski aussi, c'est bien de faire les deux en même temps. C'est une belle approche de la nature où on peut justement au rythme du cheval et du ski découvrir nos montagnes. Voilà. Ces activités se pratiquent aujourd'hui dans quasiment tous les massifs français, mais attention, pas dans toutes les stations. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès des offices de tourisme. Bonne glisse! Pour la troisième partie de cette émission à la neige, j'ai voulu aller voir une vieille maison française qui fabrique de l'équipement de ski depuis 1937 et qui est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de l'équipement de sport d'hiver. Rendez-vous est pris à Sallanches, donc avec le directeur de l'usine pour évoquer le ski Made in France. Alors Mimo, ici c'est la dernière usine où on fabrique des skis en France, hein, c'est ça, sur ce site? Effectivement. Comment on l'explique que c'est la dernière usine? Nos concurrents ont fait le choix de délocaliser, nous on a fait le choix de rester. Être ici, c'est tout simplement être plus près de nos fournisseurs et de nos clients, puisque la quasi-totalité de nos fournisseurs se situe ici en Europe, entre la France, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, et 50% de notre marché se situe ici en Europe, dont 25% en France d'ailleurs. Alors aujourd'hui vous êtes un groupe détenu par un fonds australien. Oui. Mais quand même, vous continuez à faire du Made in France. Vous avez combien de salariés ici? Oui, parce que le groupe reste français. Le siège mondial est à Grenoble. Le groupe Rossignol est né en France. Et la marque c'est une vieille maison. Hein. C'est une vieille maison. Alors sur ce site, nous sommes 200, plus une centaine de personnes qui viennent en saison forte de production. Sur l'ensemble du groupe, on est à peu près 1300 personnes. Combien de skis sortent chaque jour de cette usine? En ce moment, 1000 paires par jour et en période forte, 2000 paires. En tout, on sort dans la saison à peu près 300 000 paires. Et l'année prochaine, on sera en croissance puisqu'on sortira 350 000 paires dans la saison. Alors jusque dans les années 60, on faisait des skis, enfin dites-moi si je me trompe, mais avec du bois. C'était le matériau principal. Aujourd'hui, ça a bien changé. On fait toujours des skis avec du bois. Et on retrouve, voit un monsieur qui travaille là-bas sur la confection d'un ski. Voilà. Et ça, c'est avec ce avec quoi tout commence, quoi. Voilà, c'est l'âme du ski, le noyau, qui est en bois. Ouais. Alors il y a plusieurs essences en fonction de ce Donc qu'on ensuite, après, qu'est-ce qui se passe? On Alors, rajoute des couches. On l'encolle. Il y a différentes couches dans le ski. Il y a du bois, il y a de la fibre de verre, différents plastiques, voilà. Il y a différentes fibres. On va positionner tout ça dans un moule, comme ça se passe ici. Ensuite, on va fermer la presse, on va chauffer à 120 degrés pendant une douzaine de minutes. On va presser très fort, une cinquantaine de tonnes, si on devait le ramener en poids sur la presse. Ensuite, on va démouler et il ressortira. Il sortira voilà, le ski à cette étape-là est né. C'est une étape intermédiaire puisque maintenant il va falloir le finir, l'usiner pour lui donner une planéité parfaite et un état de surface qui est très favorable à la glisse. Alors dites-moi Mimo, un bon équipement de ski, on l'achète pour combien d'années? On peut l'acheter pour plusieurs années, c'est quand même du matériel qui est solide. Néanmoins, il y a de l'innovation tous les ans et les gens qui aiment la pratique du ski aiment l'innovation, aiment changer de produit, en principe tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Et ça coûte combien pour avoir... Alors il y a différents segments de gamme. Le haut du morceau, je dirais, se situe entre 200 et 400 €. Au-dessus de 400 €, on commence à être dans le haut de gamme. Et là, on va jusqu'à 600, 700 €. Et puis, on atteint même 1000 € pour des skis, plutôt pour la compétition, des skis très techniques. Voilà. Et puis, après, au tout début de la gamme, il y a les skis pour les enfants qui tournent autour entre 100 et 200 €. Voilà. Merci beaucoup Mimo. Merci. Alors on va parler maintenant de quelque chose de complètement différent. On va s'intéresser à l'eau du robinet. Elle a longtemps été associée à des substances chimiques peu recommandables comme le plomb
ou encore les nitrates. Alors où en est-on aujourd'hui ? L'eau du robinet est-elle bonne à consommer et sans modération? Vous allez voir que les conclusions de nos partenaires de Que Choisir sont plutôt rassurantes. L'eau du robinet, Françoise n'en consomme que très rarement. Elle habite à Paris et reconnaît que l'eau a plutôt bon goût, mais elle préfère éviter toute mauvaise surprise. Je sais qu'en France, il n'y a pas de problème, l'eau est plus que potable, mais je ne prends absolument aucun risque. Et si en plus un jour elle avait un peu moins bon goût, si elle était un petit peu moins pure, donc voilà, l'eau en bouteille, c'est la sécurité à 100%. Les campagnes publicitaires des eaux en bouteille ont largement contribué à nous inquiéter. 52% des Français se disent fortement préoccupés par la qualité de l'eau potable. Pourtant, soyez rassurés, aujourd'hui les analyses sont très satisfaisantes. À Que Choisir, ça fait très longtemps que nous surveillons l'eau potable au robinet. Donc dans les années 90, nous avons dénoncé la présence de plusieurs polluants, à la fois les nitrates, les pesticides, puis le plomb. Aujourd'hui, la situation a vraiment changé. Nous constatons que l'eau qu'on a au robinet est réellement potable, que ces polluants n'y sont plus pour 97% de la population. Le vrai problème de la qualité de l'eau aujourd'hui, en fait, ce n'est plus l'eau du robinet, c'est la ressource en eau et c'est un vrai paradoxe puisqu'on va chercher l'eau potable dans la ressource. Ici, par exemple, à quelques kilomètres de Paris, épuiser l'eau qui viendra alimenter près de 800 000 foyers. Et qu'il s'agisse des rivières ou des nappes souterraines, les prélèvements révèlent qu'au stade où l'eau est pompée, la pollution est très présente. Si on prend les pesticides, par exemple, on a 91% des cours d'eau qui sont contaminés, 70% des nappes souterraines. Si on prend les nitrates, on a la moitié du territoire qui est classé en zone vulnérable. Ça ne va pas s'arranger dans les années qui viennent. Et le problème essentiel, il est aujourd'hui d'origine agricole. Des ressources polluées, mais une eau globalement de très bonne qualité. Un paradoxe qui s'explique, car une fois puisée, l'eau sera ensuite envoyée dans l'une des 15 300 usines de potabilisation que compte le territoire. Nous sommes ici à Méry-sur-Oise, dans l'un des centres les plus sophistiqués. On a donc en tout 6 étapes de traitement très techniques. La plupart, c'est des filtrations diverses qui permettent d'enlever tous les résidus, les corps flottants, les virus, les bactéries, les micropolluants. Et on est sur des techniques qui sont de plus en plus fines et qui permettent de garantir une eau qui est plus sûre pour le consommateur. Et à la fin de tout ce processus, il va falloir garantir que l'eau soit potable jusqu'à votre robinet. Ensuite, il faudra transporter l'eau dans les canalisations. Pour qu'elle soit toujours sûre qu'il n'y ait pas de microbes, pas de bactéries, on va rajouter un peu de chlore, une goutte pour 1000 litres, et ça suffira pour avoir une eau très sûre. En fonction de l'endroit où vous habitez, l'eau aura un goût plus ou moins chloré, mais cela ne signifie pas qu'elle contient plus de chlore. Si vous sentez le goût de chlore, il ne faut pas s'inquiéter. C'est que son principe actif aura fonctionné et qu'il aura supprimé les bactéries ou les virus qu'il aura pu rencontrer sur son chemin. Sachez que c'est le maire qui est responsable de la politique de l'eau et que les consommateurs la financent à hauteur de 90%. Les prix varient dans chaque commune en fonction de la qualité et de la proximité de la ressource, car l'eau aura besoin de plus ou moins de traitement. Mais si vous habitez dans un village de moins de 50 habitants, l'eau ne va pas forcément être traitée de manière aussi rigoureuse. Un risque qui concerne 3,2% de la population et des régions où l'on ne s'attend pas à ça. Problème numéro 1, ce sont les microbes au robinet. Alors en ville, en zone urbanisée, il n'y a aucun souci à se faire. En revanche, on peut avoir des non-conformités en zone rurale, en montagne. Ça concerne des réseaux qui desservent peu d'habitants et qui donc n'ont pas de système de désinfection. Il suffit qu'un troupeau vienne paître à proximité du point de captage, là où on puise l'eau potable, l'eau est contaminée. Si vous avez un doute sur la qualité de votre eau, renseignez-vous auprès de votre mairie, mais tant qu'elle ne diffuse pas d'informations particulières, c'est qu'il n'y a pas de problème. Pour atténuer le goût de chlore, plutôt que d'utiliser des filtres, mettez de l'eau du robinet dans une carafe et laissez-la 30 minutes au réfrigérateur. Un conseil en or qui permettra à une famille de 4 personnes d'économiser environ 400 € par an si elle troque l'eau en bouteille contre l'eau du robinet. Fin de cette journée bien remplie sur les pistes. Fin de l'émission également. Pour la revoir, allez donc faire un tour sur notre site internet france5.fr. Alors ici, c'est plus ambiance vin chaud que lait chaud. Mais la semaine prochaine, on parlera du lait, justement. Comment se calcule le prix d'un litre de lait? Que lui reprochent ses détracteurs sur le plan nutritionnel? Une émission à suivre la semaine prochaine, donc.